Je remercie également le comité d'organisation de nous avoir associés à cette session. Et donc, on va vous parler aujourd'hui d'un cas intéressant d'un anévrisme aortoïliaque dans un contexte de maladie de l'Est d'un l'os. Alors, juste deux petits mots par rapport à cette pathologie. On rappelle que c'est une pathologie qui est extrêmement rare du tissu conjonctif. C'est une pathologie héréditaire. Il en existe 6 formes différentes, dont la forme vasculaire, qui est la forme numéro 4, représente la forme la plus sévère du fait de l'extrême fragilité artérielle, d'où la fréquence des complications, qu'il s'agisse d'anévrisme ou bien de dissection spontanée. On passe à la présentation de notre cas. Donc, il s'agissait d'un patient âgé de 42 ans, de sexe masculin, un grand tabagique, sans autres antécédents notables, sans facteur de risque cardiovasculaire notable, pas de diabète, pas d'HTA, pas de dyslipidémie, et qui est connu porteur d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc en effet, ce patient a été opéré au mois de mars 2019. Il a bénéficié d'une chirurgie urgente pour un anévrisme iliaque gauche rompu avec un état de choc hémorragique. Il a bénéficié d'une chirurgie à ciel ouvert, une exclusion de l'anévrisme avec une ligature bipolaire et un pontage fémoro-fémoral croisé. C'était une chirurgie très très laborieuse du fait de l'extrême fragilité des parois artérielles. Et heureusement, il en est sorti vivant avec un retour à domicile après 3 semaines d'hospitalisation. Et puis depuis, il a été perdu de vue, on ne l'a pas revu à la consultation externe. Alors ce même patient, il est réadmis dans notre unité à peu près 2 ans et demi après la première intervention pour un œdème important des 2 membres inférieurs associé à une dyspnée. Donc il rapporte une notion d'œdème bilatéral des 2 membres inférieurs évoluant depuis 6 mois avec une dyspnée et une douleur du flanc droit. À l'examen physique, une obésité importante, un état général conservé, le patient était eupnéique, pas d'anomalie à l'auscultation, avec une sensibilité abdominale diffuse. À la biologie, une hémoglobine à 8,9, pas d'autre anomalie au bilan biologique, et à l'ETT, une dysfonction ventriculaire droite, avec un VD dilaté et une TAPSE à 14. Donc nous avons complété par un angioscanner de l'aorte abdominale et des 2 membres inférieurs qui avaient montré un volumineux anévrisme de la terminaison aortique et de l'iliaque primitive droite qui était rompu dans la veine cave. On va mieux le voir sur les coupes d'après, sur les coupes axiales du scanner. Pardon, on fait comment pour faire marcher la vidéo ? Non. Voilà, donc l'aorte abdominale avec ses différentes branches. La veine cave inférieure qui est bien opacifiée au temps artériel. Et puis on va voir cet anévrisme de l'iliaque primitive droite qui est rompu dans la veine cave, dans la veine iliaque et dans la veine cave. Et en agrandissant un peu, on va voir également qu'il y a un trait de dissection au niveau de l'axe iliaque droit. Il s'agit probablement donc d'une évolution anévrismale de cette dissection. On va passer. Donc pour résumer, c'était un patient âgé de 42 ans, un grand tabagique, porteur d'un syndrome d'Ehlers-Danlos qui avait été déjà opéré il y a 2 ans et demi pour un anévrisme iliaque rompu, gauche, avec état de choc hémorragique. Il a bénéficié d'un pontage fémoro-fémoral, d'une exclusion de l'anévrisme avec un pontage fémoro-fémoral croisé et qui a été réadmis dans notre unité pour un œdème important et une dyspnée, un œdème des membres inférieurs important et une dyspnée en rapport avec un anévrisme iliaque droit rompu dans la veine iliaque. Donc, comment allions-nous procéder traitement chirurgical ou traitement endovasculaire? Nous avons opté pour le traitement endovasculaire avec mise en place d'une endoprothèse couverte aorto-monoïliaque. Donc, après abord chirurgical du scarpa droit. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez appuyer sur play, s'il vous plaît? Bon. Oui. Donc là, c'est la première injection à travers l'introducteur court. On n'avait pas vu grand-chose, mis à part le pontage croisé. La vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc on avait décidé de mettre en place un introducteur lent qu'on a placé au niveau de l'aorte terminale
Et l'injection à travers cet introducteur nous a bien permis de voir ce volumineux anévrisme et cette volumineuse fistule. Donc là, c'est la montée de l'endoprothèse. La vidéo, s'il vous plaît. Donc c'est l'ouverture du premier stent, le stent nu de premier composant. On en avait mis deux, en effet. Play, s'il vous plaît. On en avait mis deux composants pour assurer une meilleure étanchéité de l'ensemble du composant. La vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est l'ouverture du premier corps. Et sur la vidéo suivante, s'il vous plaît, on va voir l'ouverture du deuxième composant, avec notamment une bonne zone de chevauchement et un deuxième composant qui a été arrêté au niveau de l'iliaque externe terminal, voire quasiment, on va le voir, au niveau de la jonction iliofémorale, pour assurer une meilleure étanchéité de l'ensemble des deux composants, de l'ensemble du montage. Donc voilà, on l'a arrêté au niveau de l'iliaque terminal. Alors après, bien sûr, l'inflation au ballon de Mohs pour avoir une meilleure étanchéité, pour bien modeler les différentes zones d'ancrage de l'endoprothèse et essentiellement la zone de chevauchement. Et puis par la suite, l'artériographie de contrôle qui était complètement satisfaisante avec à la fois un anévrisme et une fistule qui était complètement exclue, absence d'endofuite et également un pontage croisé qui est resté bien perméable. Alors les suites opératoires, pas d'incident particulier, elles étaient simples, le patient est retourné chez lui à J4 post-opératoire avec une nette diminution des œdèmes ainsi que de la dyspnée, mais malheureusement il est décédé il y a quelques mois à la suite de la rupture d'un anévrisme cérébral. Alors la littérature elle est vraiment très peu riche en termes d'anévrisme aorto-iliaque rompu dans la veine cave dans le contexte de maladie d'Ehlers-Danlos l'os. Il s'agit dans la grande majorité des cas de case reports. Donc les fistules aortocaves représentent une complication rare déjà des anévrismes aorto-iliaques. Elles sont présentes dans moins de 1% dans les anévrismes de l'aorte abdominale et dans 2 à 6% pour les anévrismes rompus. Elles sont associées à une mortalité élevée qui peut atteindre les 50%. Sa découverte elle est généralement fortuite en péropératoire. Ailleurs, il peut s'agir de douleur abdominale, de souffle abdominal, plus ou moins associé à un thrill, d'œdème des membres inférieurs ou alors d'un tableau d'insuffisance cardiaque. Alors non traitées, ces fistules-là, elles conduisent inéluctablement à la mort, généralement dans un tableau d'insuffisance cardiaque. Donc il faut systématiquement les prendre en charge, soit par chirurgie à ciel ouvert, soit par traitement endovasculaire. Alors pour ce qui est de la chirurgie, bien sûr, après le clampage aortique, la mise à plat de l'anévrisme, la correction de cette fistule-là va se faire par voie endo-anévrismale, par des points larges appuyés sur les patchs antéflancs, et ceci a donc l'avantage d'exclure définitivement la fistule. Pour ce qui est du traitement endovasculaire, alors ça prend une place de plus en plus prépondérante, ça devient même le traitement de première intention du fait de son caractère beaucoup moins invasif. Il doit donc être considéré, voire même réalisé à chaque fois que l'anatomie le permet, et essentiellement chez les patients à haut risque chirurgical. Alors, le tendon d'Achille de la chirurgie, c'est les taux élevés de mortalité, qui peuvent atteindre les 60% et qui peuvent atteindre des taux plus importants en cas de syndrome d'Ehlers-Danlos associé, du fait de la grande fragilité artérielle. Pour ce qui est de l'EVAR, l'inconvénient, c'est que cette fistule-là, elle peut persister en cas d'endofuite associée, et notamment en cas d'endofuite de type 2, vu que c'est le type le plus fréquent, d'où l'intérêt de plus en plus grandissant de l'embolisation de la mésentérique inférieure et des lombaires de gros calibre, que ce soit en pré ou bien en paire procédurale, pour essayer de diminuer le risque de cette endofuite de type 2, lesquelles se tarissent rarement en cas de fistule associée du fait de l'importance de l'outflow. Je vous remercie.